5 coups d'avance, de Patrick Bet-David. Lu par Livre Académie. Coup numéro 1. Maîtrisez la connaissance de vous-même. Premièrement, qui voulez-vous être? À mes yeux, avoir des questions vaut mieux qu'avoir des réponses, car cela permet d'apprendre davantage. Après tout, n'est-ce pas le fait d'apprendre qui vous aide à obtenir ce que vous voulez? Ne devez-vous pas commencer par savoir ce que vous voulez, puis déterminer ce que vous devez apprendre pour l'obtenir? Ray Dalio, auteur de Les Principes du succès. Michael Douglas, qui joue le personnage de Gordon Gekko dans le film Wall Street d'Oliver Stone, 1987, dit à Bud Fox, interprété par Charlie Sheen, « Je ne te parle pas des gens qui gagnent dans l'année 400 000 $ à Wall Street et qui sont pas trop mal logés et qui voyagent en première classe. Je te parle de liquide. Être bourré de fric, assez pour avoir ton jet. » En lisant cette citation, certaines personnes déclarent que gagner 400 000 $ par an et être pas trop mal logé, c'est un rêve qui devient réalité. D'autres ne disent rien et affirment qu'elles ne sont pas intéressées par les choses matérielles. D'autres encore se frappent la poitrine et clament qu'elles auront un jour leur propre jet. En ce qui me concerne, je m'intéresse à ce que vous pensez étant donné que tous vos choix seront dictés par votre objectif. Qu'il s'agisse d'un lycéen demandant dans quelle filière s'orienter ou d'un P.D.G. dirigeant une entreprise gagnant 500 millions de $, quand quelqu'un me pose une question, je réponds la chose suivante. Tout dépend de l'honnêteté de votre réponse à cette question. Qui voulez-vous être? Dans ce chapitre, je vais vous guider pour répondre clairement à cette question. Je vais également vous montrer comment retourner au tableau noir de votre vie et y définir une nouvelle vision pour vous-même qui va vous stimuler et vous mettre en mouvement. Je vais vous démontrer pourquoi établir un plan et vous engager dans celui-ci va libérer toute l'énergie et la discipline dont vous aurez besoin. Répondre à des questions pour révéler votre envie la plus profonde. Rien n'a d'importance jusqu'à ce que vous compreniez ce qui vous motive et qui vous voulez être. Bien trop souvent, les consultants et les influenceurs partent du principe que tout le monde veut la même chose. Quand je parle à un créateur d'entreprise ou à un P.D.G., je commence par poser des questions. Et avant de faire la moindre recommandation, je rassemble autant d'informations que possible sur ce que veut être la personne et sur ce qu'elle attend de la vie. Je comprends que tout le monde ne sache pas qui il veut être. Il est normal de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement. N'oubliez pas que cette question, et chaque coup dans ce livre, est un processus. Tous les exemples que je donne et les histoires que je raconte sont réels pour vous. Ils ont pour but de vous faire réfléchir et de mieux vous comprendre vous-même. Et si vous n'avez pas de réponse claire à ce moment précis, vous faites partie de la majorité des cas. La seule chose que je vous demande est de garder l'esprit ouvert et de continuer à lire le livre en ayant comme objectif de répondre à cette question en temps voulu. L'objectif de ce premier coup est d'identifier ce qui importe le plus à vos yeux et de vous aider à élaborer une stratégie adaptée à votre niveau d'engagement et de vision. Je pourrais parfois vous influencer pour remettre en question certaines décisions ou certaines voies empruntées pour concrétiser votre vision, mais ce sera à vous de décider de vous surpasser et de voir plus grand. Alors, qui voulez-vous être? En continuant à vous poser cette question, vous aurez une réponse qui va déterminer votre niveau d'urgence. Si vous voulez ouvrir un petit magasin familial, vous n'avez pas besoin de traiter les affaires comme une guerre et vous pouvez opter pour une approche décontractée. En revanche, si vous cherchez à bousculer un secteur, vous feriez mieux de vous armer de la bonne histoire, de la bonne équipe, des bonnes informations et de la bonne stratégie. Prenez vraiment le temps de bien comprendre votre histoire, savoir exactement qui vous voulez être, car sinon, vous ne serez pas en mesure de tenir bon envers et contre tout quand les choses vont se durcir. Et dans les affaires, les choses finissent toujours par se durcir. Faites des épreuves votre carburant. Je pourrais vous raconter la vie qui pourrait être la vôtre un jour. Parler des voitures, des jets et des célébrités que vous rencontrerez semble certes merveilleux, mais chaque chose en son temps. Vous allez devoir endurer plus d'angoisse que vous l'imaginez pour y parvenir. Ceux qui supportent le mieux les épreuves, c'est-à-dire ceux avec la meilleure capacité d'endurance, se donnent la plus grande chance de réussir dans le monde des affaires. Quelques années après avoir acquis notre indépendance financière, beaucoup d'entre nous sont devenus cyniques. Certes, c'est déplorable et pourtant, j'ai vu cela se produire très souvent. Nous faisons tous de grands rêves et nous échafaudons beaucoup de plans. Puis, la vie s'en mêle, nos plans ne se déroulent pas comme prévu et nous perdons confiance en notre capacité à nous focaliser sur la personne que nous voulons être. Parfois, on ne le remarque pas, mais cela entrave aussi notre capacité à préparer nos prochains coups. Nous pouvons même penser, à quoi cela sert-il de faire quelque chose en grand si je ne vais pas au bout des choses?
Mieux vaut viser moins haut et ne pas prendre de risques. La seule chose qui nous sépare de la réussite est une vision et un plan pour y parvenir. Quand vous vous battez pour une cause, un rêve, quelque chose de plus grand que vous-même, vous trouvez l'enthousiasme, la passion et la joie qui font de la vie une grande aventure. La clé est justement d'identifier votre cause et de savoir qui vous voulez être. À l'été 1999, j'avais 20 ans et je venais de quitter l'armée. Mon plan consistait à devenir l'Arnold Schwarzenegger du Moyen-Orient. Ce mois de juin-là, j'étais certain de devenir le prochain Monsieur Olympia, de me marier à une Kennedy, de devenir un acteur pour finalement être élu gouverneur de l'État de Californie. Dans le cadre de la première étape de mon plan, j'ai décroché un emploi dans le club de remise en forme locale, en espérant me faire remarquer dès que possible. À l'époque, Bali Total Fitness constituait la plus grande chaîne de fitness de la région. Avec l'aide de ma sœur, j'ai répondu à une offre d'une salle Bali située à Culver City. Il s'agissait probablement de la salle la plus petite et la plus vieillotte de Californie. Malgré ces circonstances loin d'être idéales, j'ai été promu et transféré dans la salle Bali la plus grande, qui se trouvait à Hollywood. Mon plan fonctionnait. Étant donné que je ne cessais de m'améliorer dans la vente des cartes de membres, je gagnais 3500 $ par mois. Comparé à la solde de l'armée, j'avais l'impression de gagner des millions. Un jour, mon responsable, Robbie, m'a proposé un poste de directeur adjoint de la salle Bali de Chatsworth, à 48 km d'Hollywood. Il voulait que je transforme le club qui n'atteignait que 40% de son objectif mensuel. Je ne voulais pas aller à Chatsworth. Je voulais être un responsable week-end à Hollywood, un poste rémunéré 55 000 $ par an. Robbie m'a promis que si je reprenais en main la situation à Chatsworth, le poste serait pour moi. Le seul autre candidat était un employé de longue date répondant au nom d'Edwin. Si j'étais plus performant que lui, je pouvais compter devenir le responsable week-end à Hollywood. 3 mois plus tard, nous avions inversé la vapeur au club de Chatsworth, faisant passer ses recettes mensuelles de seulement 40% de l'objectif assigné à 115%. J'étais dans le haut du tableau des scores de toute l'entreprise, très loin devant Edwin. Quand Robbie m'a appelé pour une réunion, j'ai supposé que l'entreprise devait être satisfaite. Mes plans se concrétisaient. J'allais rencontrer la légende du fitness Joe Heder, être remarqué par un grand agent d'Hollywood, faire décoller ma carrière d'acteur et rencontrer une Kennedy. Je me souviens parfaitement de mon impatience cet après-midi-là, avant la réunion avec Robbie. Au moment où je suis entré dans le bureau de Robbie, j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Ce n'était pas le même homme qui m'avait promis le poste si je faisais mieux qu'Edwin. C'est juste de la paranoïa, me suis-je dit pour me rassurer. Laisse-lui le bénéfice du doute et écoute ce qu'il a à dire. Patrick, je suis tellement fier des performances que ton équipe et toi avez réalisées au cours des 3 derniers mois, s'exclama Robbie. Je veux que tu y restes pendant 6 mois de plus pour monter le club de Chatsworth jusqu'au niveau suivant. Que veux-tu dire? Demandai-je. J'avais dit très clairement que je souhaitais postuler au poste de responsable week-end à Hollywood. Mais ce poste, a-t-il répondu, a déjà été pourvu. À ce moment-là, mon sang bouillait dans mes veines. Je ne pouvais pas croire qu'un adulte puisse encore me regarder en face après être revenu sur sa parole. Je m'étais tellement concentré sur l'objectif à atteindre que je n'avais pas pris la peine de réfléchir à ce que je ferais si cela ne marchait pas. Et qui avait eu le poste? Edwin, vous l'avez deviné. Pourquoi? Edwin travaillait chez Bali depuis 6 ans alors que moi, depuis 9 mois seulement. Et peu importaient mes accomplissements, peu importait d'avoir surclassé Edwin sur le tableau des scores national. Peu importait que, d'après les données objectives, je les méritais. Pour être juste envers Robbie, il n'était pas malhonnête. Étant donné qu'il devait respecter les consignes de l'entreprise, il agissait de manière politique. À bien des égards, c'était une bénédiction d'apprendre à un aussi jeune âge que les sociétés ont des intentions cachées et que l'évolution d'une carrière s'appuie rarement sur le mérite seul. Robbie, qui avait bien vu ma colère, me demanda de sortir pour me calmer. Je suis allé marcher sur le parking et essayer de mettre de l'ordre dans mes pensées. J'imaginais comment ces événements allaient conditionner le reste de ma vie. J'ai repassé le film dans ma tête. J'étais incapable d'accepter sa fin si j'acceptais la décision de Robbie. Je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais j'étais déjà en train de préparer mes prochains coups. Le seul défi, c'était que je réagissais au coup de quelqu'un plutôt que d'exécuter le mien. Je suis revenu dans le bureau de Robbie et lui ai demandé si la décision était définitive, ce qu'il m'a confirmé. Je l'ai alors regardé dans les yeux et lui ai annoncé que je démissionnais. Au début, il a cru que je plaisantais, mais j'étais sûr de ma décision. À quoi cela sert-il de travailler dans une société qui n'indique pas clairement ce qu'il faut faire pour y progresser? Pourquoi me rendre la vie infernale?
C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais supporter plus longtemps de laisser mon destin entre les mains des autres. À ce stade de ma carrière, je ne pensais pas comme un gagnant. Vu mon incapacité à penser plus d'un ou deux coups d'avance, j'étais encore un amateur. Par conséquent, j'étais pétrifié. En rentrant à la maison, j'avais l'impression d'avoir pris la pire décision de ma vie. Mes collègues m'appelaient pour me demander ce qui m'avait pris. Ma famille non plus n'arrivait pas à croire à ce que j'avais fait. Quand je me suis couché cette nuit-là, la majeure partie des émotions s'était estompée et je ne cessais de me demander ce que j'allais faire. Plus tard, dans ma carrière professionnelle, j'ai appris comment gérer différentes situations dans le feu de l'action. Heureusement, cette nuit-là m'a permis de me calmer juste assez pour réfléchir à mes prochains coups. Quand j'y repense aujourd'hui, je sais que cela a été un moment déterminant dans mon existence. Je devais faire un travail d'introspection et savoir clairement qui je voulais être et où je voulais aller. La liste que j'ai alors dressée ressemblait à celle-ci dessous. 1. Je veux que le nom Bédavid signifie quelque chose afin que mes parents soient fiers d'avoir décidé de quitter l'Iran. 2. Je veux travailler avec des personnes qui restent fidèles à leurs engagements, en particulier les dirigeants avec qui je travaille et qui ont une influence sur ma carrière. 3. Je veux mettre au point une formule claire me permettant de parvenir au sommet en m'appuyant exclusivement sur mes résultats. Je ne supporte pas les surprises ni qu'on change les règles du jeu. 4. Je veux constituer une équipe qui adhère à la même vision que moi pour voir jusqu'où nous pouvons aller collectivement. Il me faut donc des coéquipiers en qui j'ai entièrement confiance. 5. Je veux gagner assez d'argent pour me libérer des politiques et des intentions cachées des autres. 6. Je veux lire tous les livres de stratégie publiés pour examiner le jeu depuis un point de vue plus large et apprendre à réduire à leur minimum les manœuvres d'intimidation des entreprises. Une fois que je savais avec certitude qui je voulais être, je pouvais envisager les coups suivants. La première étape a consisté à trouver un emploi de vendeur avec des attentes claires et un salaire basé uniquement sur le mérite. 20 ans plus tard, je suis en mesure de dire que la clarté provient de vos décisions prises en accord avec vos convictions et vos valeurs profondes. Une fois que je savais avec certitude qui je voulais être, je pouvais envisager les coups suivants. La première étape a consisté à trouver un emploi de vendeur avec des attentes claires et un salaire basé uniquement sur le mérite. 20 ans plus tard, je suis en mesure de dire que la clarté provient de vos décisions prises en accord avec vos convictions et vos valeurs profondes. Trouvez la motivation en vous servant des personnes qui vous haïssent et doutent de vous. J'ai partagé mon histoire sur cette promotion refusée parce que je souhaitais que vous identifiez vos propres épreuves. Ce sont les moments où l'on se sent impuissant, en colère ou triste qui vous informent sur vos motivations les plus profondes. Ne sous-estimez pas le pouvoir de motivation de l'humiliation. Lorsqu'Elon Musk a quitté l'Afrique du Sud pour le Canada à l'âge de 17 ans, son père n'a exprimé que du dédain pour son fils aîné. Dans son portrait dressé pour le magazine Rolling Stone en novembre 2007, Neil Strauss cite les adieux du père de Musk. Il m'a dit, sur un ton plutôt querelleur, que je serais de retour dans 3 mois, que je n'y arriverais jamais, que je ne ferais jamais rien de ma vie. Il me traitait d'idiot tout le temps. Et ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Barbara Corcoran, magnate de l'immobilier, que vous avez peut-être vue dans l'émission de télé-réalité Shark Tank, est née dans une fratrie de 10 enfants, dans une ville ouvrière du New Jersey. En 1973, âgée de 23 ans, elle travaillait en tant que serveuse dans un café-restaurant. Elle y a rencontré un homme qui lui a prêté 1 000 $ pour créer une société immobilière. Ils sont tombés amoureux et étaient prêts à vivre heureux. Si le script avait été joué jusqu'au bout, Barbara Corcoran aurait probablement géré une affaire correcte dans l'immobilier. Mais en 1978, l'homme l'a quittée pour se marier avec l'assistante de Barbara. Remuant bien le couteau dans la plaie, il lui a asséné « Tu ne réussiras jamais sans moi ». Dans une interview accordée en novembre 2016 au magazine l'INC, Barbara Corcoran a déclaré qu'elle avait fait de la colère sa meilleure amie. « À la minute où un homme me prend de haut, je donne le meilleur de moi-même », affirme-t-elle. Je vais, contre vent et marée, obtenir ce que je veux de cette personne. Elle ne va pas me renvoyer. Je ne le tolérerai pas. Et je me dis calmement en mon fort intérieur, allez vous faire voir. Ce type de rejet, ce type d'humiliation peuvent être une motivation sans égale. Je veux que vous pensiez aux enseignants, aux entraîneurs, aux patrons, aux parents ou aux proches qui vous ont rabaissé au fil des ans. Rien ne vous oblige à emporter leur esprit négatif avec vous. Servez-vous-en plutôt comme carburant. Barbara Corcoran a ainsi transformé son rejet en détermination. Dès lors, elle a développé l'entreprise d'immobilier résidentiel la plus florissante de New York, puis elle l'a vendue pour 66 millions de $.
Elle a ensuite écrit un livre qui a eu un grand succès et est devenue une star de télé-réalité dans l'émission Shark Tank. En tant qu'investisseur pour les entrepreneurs, Barbara Corcoran s'intéresse réellement aux personnes qui se nourrissent de leurs épreuves. Elle considère le fait de grandir dans la pauvreté comme un atout. Une enfance difficile? Oui. Je prends cela comme une assurance vie, déclare-t-elle. Un père violent? C'est fabuleux. Un père absent? C'est encore mieux. Mes entrepreneurs les plus prospères n'ont pas tous vécu une enfance misérable, mais quelqu'un leur a dit qu'ils n'y arriveraient pas et ils sont encore furieux. Naturellement, je ne prends pas à la légère vos épreuves. Croyez-moi, j'ai enduré assez d'humiliations quand j'étais enfant pour que cela m'accompagne toute la vie. Cela m'a blessé et cela me blesse encore aujourd'hui. Critiques, insultes et maltraitances peuvent être soit votre excuse, soit votre carburant. Et c'est un carburant bigrement puissant. Le défunt père de Michael Jordan a déclaré un jour « Si vous voulez obtenir le meilleur de Michael Jordan, dites-lui qu'il ne peut pas faire quelque chose. » 5 ans après sa retraite de la NBA, Jordan est entré dans le Hall of Fame. Lors de son discours de réception, devinez de quoi il a le plus parlé? De tous ceux qui l'ont haï et qui ont douté de lui. Il n'avait toujours pas oublié ceux qui l'avaient dénigré. Leroy Smith Jr. était le joueur qui avait pris sa place lorsque Jordan avait été écarté de l'équipe du lycée. Pour vous montrer à quel point Jordan utilisait les épreuves comme carburant, il a été jusqu'à inviter Leroy à la cérémonie. Il a alors déclaré « Lorsqu'il a intégré l'équipe, et moi pas, je ne voulais pas seulement prouver à Leroy Smith, pas seulement à moi-même, mais à l'entraîneur qui avait choisi Leroy à mes dépens, je voulais qu'il comprenne ça. Tu as commis une erreur, mec. » Musk, Corcoran et Jordan se servent tous des épreuves comme carburant. Vous pouvez faire de même. Repensez à tous les moments les plus durs quand vous vous êtes exclamé « Plus jamais cela ». Le fait de vous rappeler ces expériences peut être votre carburant. J'ai encore l'impression d'avoir dans ma vie assez de personnes qui me détestent pour remplir le Madison Square Garden. À l'âge de 26 ans, j'ai été invité à mon ancien lycée, Glendale High School, pour y faire un discours. J'ai rencontré une conseillère d'orientation, Dottie, qui m'a demandé « Pourquoi êtes-vous ici, Patrick ? Pour entendre le conférencier en motivation ?» Et elle a enchaîné en me disant qu'elle avait toujours été désolée pour mes parents. J'étais là, âgé de 26 ans, invité dans mon lycée pour raconter ma belle réussite, et Dottie m'abreuvait de sa pitié. Elle répétait que, 10 ans plus tôt, elle s'était sentie désolée pour mes parents parce que j'avais été un jeune tellement perdu, sans motivation ni orientation. Dottie a fini par m'escorter jusqu'à l'auditorium où 600 étudiants attendaient le discours du conférencier en motivation. Soudain, le proviseur adjoint s'est levé et m'a présenté en tant que conférencier. L'expression sur son visage était à mourir de rire. Je n'ai rien répondu à Dottie. Je me suis contenté de la classer dans la catégorie des personnes me détestant qui réapparaissaient de temps à autre dans ma vie. Ces personnes ne cessent de me stimuler. Pour tout vous dire, je possède une liste des déclarations de certaines personnes au fil des ans. La plupart des gens lisent les affirmations positives pour faire grandir leur confiance en eux. Je possède un assortiment complètement différent des affirmations de personnes qui ont douté de moi ou se sont efforcées de me dénigrer. Le fait de relire sans cesse la liste génère en moi un niveau de fureur qu'aucune somme d'argent au monde ne peut égaler. La personne qui m'a le plus détesté dans ma vie est un inconnu. Quand j'avais 23 ans, mon père a eu un 13e infarctus. Je me suis rué dans le centre médical du comté de Los Angeles, qui était l'hôpital public. Là, le personnel le traitait comme un chien. Alors, je me suis emporté, je me suis déchaîné et j'ai lancé des objets. N'embêtez pas mon père. Vous dépassez les bornes. Ai-je crié. J'étais tellement hors de moi que des vigiles m'ont escorté hors de l'hôpital. Pendant mon accès de rage, un type m'a dit la chose suivante. Écoutez-moi. Si vous aviez de l'argent, vous auriez une meilleure assurance et pourriez avoir accès à de meilleurs médecins pour soigner votre père. Mais vous n'avez pas payé pour cela. Ce sont les contribuables qui l'ont fait. Cela s'appelle le régime public d'assurance maladie. Après qu'ils m'ont jeté dehors, je me suis assis dans ma Ford Focus et je me suis mis à pleurer. La colère a cédé la place à la honte. L'homme avait raison. Mon père recevait des soins de mauvaise qualité parce que je n'avais pas les moyens de lui donner accès à de meilleurs soins. Et je n'avais pas d'argent parce que je passais plus de temps dans les discothèques que devant des clients. Je traversais une période difficile dans ma vie.
La femme avec qui je pensais me marier venait de me quitter. J'étais endetté à hauteur de 49 000 $ via mes cartes de crédit. Pendant 30 minutes, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Après tous ces pleurs, cet apitoiement sur moi-même et cette honte, j'ai finalement réussi. Cette nuit-là, le vieux Patrick est mort. Tout a changé chez moi. Je me suis servi de cette épreuve pour me rappeler le moindre affront que j'avais subi dans la vie, 1,8 de moyenne. Traîne avec des voyous. Pauvre Patrick, il n'a aucune chance. Parents divorcés. Mère dépendante des aides sociales. S'est engagé dans l'armée parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il ne fera jamais rien dans la vie. Je me suis juré que mon père ne travaillerait plus jamais dans le magasin à petit prix, situé à l'angle des rues Eucalyptus et Manchester, à Inglewood, où il se faisait régulièrement braquer. Il ne recevrait plus jamais des soins de santé bas de gamme le reste de sa vie. Et ni lui ni moi ne nous sentirions plus jamais honteux. Je me suis dit, Bédavid. Le monde entier va connaître ce nom. Je connais la souffrance que je viens de traverser. Je connais les défis que ma famille a relevés quand elle est arrivée en Amérique. Je me souviens combien ma mère était gênée de parler un anglais approximatif. Je me souviens de l'expression de mon père lors des réunions de famille, quand certaines personnes le prenaient de haut. Bientôt, vous allez être très fiers de votre nom. Vous allez être très fiers d'être venu en Amérique. Vous allez être très fiers d'avoir fait des sacrifices. Une chose très drôle s'est produite le lendemain. Personne ne m'a reconnu. J'ai reçu les plus beaux compliments de tous les temps. Pat, comme tu as changé. Nous ne te reconnaissons même plus. L'ancien Pat nous manque. Nous voulons qu'il revienne. À cette époque, j'étais connu pour fréquenter toutes les discothèques de Los Angeles du mardi au dimanche. J'avais l'habitude d'aller à Las Vegas 26 fois par an. J'ai dit à tous mes amis que ce n'était plus la peine de m'inviter. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils pensaient que ce n'était qu'une question de temps avant que leurs vieux copains ne les accompagnent à nouveau dans les clubs. Ils étaient loin d'imaginer qu'ils ne reverraient jamais l'ancien Pat, fêtard et indiscipliné. J'avais changé du tout au tout. J'avais mis un point final à mon ancienne vie. À partir de ce jour, personne, moi y compris, n'a jamais revu l'ancien Pat. Je me suis servi de toutes ces personnes qui me détestaient comme d'un carburant. Et depuis, celui-ci m'a fourni un flux permanent d'énergie auquel je peux faire appel à tout moment. Je veux que vous aussi transformiez toute votre fureur et votre souffrance en carburant. C'est à vous de jouer. Si vous changez et que vous vous concentrez sur celui que vous voulez être, plus rien ne peut vous arrêter. Je m'emporte en me remémorant ces histoires. Elles ne me blessent plus comme autrefois, mais je peux, sur commande, évoquer n'importe laquelle de ces scènes pour produire le même carburant. Quelque chose me dit que j'en ajouterai encore beaucoup d'autres à ma liste. Bien que la souffrance ne disparaisse jamais, je considère toutes ces personnes qui me détestaient et ont douté de moi comme des bienfaitrices. En fin de compte, elles m'ont permis de clarifier qui je voulais être précisément. Elles m'ont permis de dire « plus jamais » et d'établir la liste de mes points non négociables, choses à propos desquelles vous n'êtes pas prêt à faire des compromis, quelles que soient les circonstances. Je vous encourage à faire de même. Ce faisant, ne faites pas de compromis sur vos excentricités ni sur d'autres choses qui paraissent étranges aux autres. Ces particularités sont importantes en raison de votre vécu et de votre mode de fonctionnement. Vous devez savoir clairement ce que vous pouvez sacrifier ou non. Cela vous guidera pour dresser votre propre liste de points non négociables. Découvrez quel rôle vous convient le mieux. Toutes les questions exploratoires que je pose ont pour but de vous aider à découvrir quelle voie vous convient le mieux. La clé est de trouver le meilleur poste qui mette en valeur vos talents. Créateur d'entreprise, P.D.G. Directeur de la stratégie, chef des ventes, numéro 2, responsable du développement commercial, intrapreneur. La liste ne s'arrête pas là. Nous vivons à une époque où les entrepreneurs font la une des journaux, mais cette vie n'est peut-être pas faite pour vous. Cela ne veut pas dire que vous ne trouverez pas où vous enrichir et vous accomplir. La seule façon de choisir est d'abord de comprendre. Qui voulez-vous être? Être un entrepreneur est à la fois un projet à haut risque et à forte rentabilité, à la fois personnellement et financièrement. La plupart des gens ne s'intéressent qu'au produit final d'un entrepreneur prospère. Ils ne voient pas ce qu'il, elle, a surmonté, toutes les difficultés, les trahisons, les comptes en banque vides.
Être à la maison à 6 heures du soir pour dîner avec votre famille ne va pas arriver souvent si vous êtes entrepreneur. Suivant l'ampleur de votre vision, vous pourrez peut-être y parvenir la plupart du temps. Mais si vous voulez innover et bâtir une multinationale, vous allez devoir faire beaucoup de sacrifices. Tout cela fait partie de vos prochains coups et les autres, y compris votre famille, vont devoir y adhérer. Plus vous êtes occupé, plus vous devez être organisé. On entend souvent qu'il est impossible de gagner au plus haut niveau et d'avoir une vie de famille prenante. Oui, ce ne sera pas facile, mais vous pouvez concilier les deux si cela est important pour vous. Vous seul pouvez faire ce choix. À mes yeux, être un exemple pour mes enfants, qu'ils me voient me battre pour accomplir ma vision est plus important que d'être à la maison tous les soirs pour dîner. Ma famille le comprend parce que nous l'avons planifié. De plus, avoir plus d'argent offre plus de choix et de la souplesse. Vous devrez peut-être travailler pendant les vacances, mais vous pourrez emmener votre famille avec vous et transformer un voyage d'affaires en vacances familiales. Comme pour tout, il y a des risques et des récompenses, des coûts et des bénéfices. La route que vous choisirez dépendra de votre réponse à la question « Qui voulez-vous être ?» Incarnez qui vous voulez être en vivant votre vérité future. Combien de fois avez-vous entendu une personne dire « Quand j'aurai réussi, je » ou « Lorsque j'aurai du succès, je ». Vous entendez aussi les gens dire des phrases du style « Quand j'aurai gagné mon premier million » ou « Une fois que nous aurons déménagé dans notre nouvel appartement ». Je comprends l'énigme de la poule et de l'œuf. Vous ne pouvez pas bâtir un siège social de classe mondiale ou créer le moindre logiciel performant avant de disposer d'une trésorerie. Ce que vous pouvez faire, quel que soit votre niveau de revenu, c'est vous positionner le mieux possible en exécutant les bons coups. J'utilise tout le temps l'expression « vérité future ». Elle signifie vivre dans le présent comme si votre vérité future était déjà devenue réalité. Pour cette citation, je m'inspire de Thomas J. Watson, fondateur d'IBM. IBM est aujourd'hui l'entreprise qu'elle est pour 3 raisons. La première est qu'au tout début, j'avais une image très nette de ce à quoi elle ressemblerait une fois achevée. On peut dire que j'avais à l'esprit un modèle de ce à quoi elle ressemblerait lorsque le rêve, ma vision, serait en place. La deuxième raison est qu'une fois que j'ai eu cette image, je me suis demandé comment une société ressemblant à cela devrait agir. J'ai ensuite créé une image de la façon dont IBM agirait une fois achevée. La troisième raison expliquant le succès d'IBM est qu'une fois que j'ai eu une image de ce à quoi ressemblerait IBM une fois le rêve en place et de comment une telle société agirait, je me suis rendu compte qu'à moins de commencer à agir de cette manière dès le départ, nous n'y arriverions jamais. Autrement dit, je me suis aperçu que pour qu'IBM devienne une grande entreprise, il fallait qu'elle agisse comme telle bien avant qu'elle en soit une. Avez-vous saisi la dernière phrase ? Vous devez agir comme une grande entreprise ou un grand entrepreneur, intrapreneur, bien avant de le devenir. Vous suivez ? Permettez-moi de vous expliquer. Un visionnaire ne vit pas dans le présent. Il a déjà visualisé au moins 5 coups d'avance et vit dans cette réalité-là. Expliquer votre vérité future aux autres peut cependant faire naître le sentiment que vous êtes irréaliste, vantard, voire délirant. Peu de temps après avoir lancé notre société en 2009, j'ai prononcé un discours à l'hôtel JW Marriott à Palm Desert, en Californie, devant 400 personnes. J'ai annoncé, un jour, les meilleurs comédiens, athlètes, penseurs et présidents américains assisteront à notre congrès annuel et s'y exprimeront. 9 ans plus tard, Kevin Hart était présent. Avant que notre agence emploie 10 personnes, j'ai interviewé l'ancien président George W. Bush et Kobe Bryant devant l'ensemble de nos collaborateurs. Les gens veulent suivre quelqu'un qui est motivé par sa vérité future. C'est la raison pour laquelle nous sommes passionnés par les visionnaires. Tant que la personne est convaincue à 100% par ce qu'elle dit, elle va gonfler les autres à bloc. Les meilleurs dirigeants ont la capacité non seulement de croire dans des vérités futures, mais aussi d'inciter les autres à croire dans leur vision et à la mener à bien. Le 25 mai 1961, le président John F. Kennedy a transmis un message au Congrès sur les besoins urgents du pays pour une session conjointe du Congrès. L'objectif de JFK était clair. Avant la fin de cette décennie, envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. En à peine 5 mois, cette vérité future est devenue réalité lorsque, le 20 juillet 1969, Neil Armstrong est devenu le premier homme à marcher sur la Lune. Savez-vous qui vous voulez être ? Avez-vous une vision claire de ce à quoi vous allez ressembler ? En ce moment précis, vos actes sont-ils en accord avec votre vérité future ?
Vos héros et votre décoration vous rappellent qui vous voulez être. Pour arriver au niveau suivant et mettre la barre encore plus haut, comportez-vous en héros. Pensez à vos héros et demandez-vous comment ils agiraient dans de telles circonstances. Ce n'est pas un hasard si une collection entière de livres personnalisés intitulés « Que ferait non ?» a été publiée. Vous voulez être riche? Alors, lisez le livre intitulé What Would the Rockefeller Do? How the Wealthy Get and Stay That Way. And How You Can Too. Que ferait Rockefeller? Comment devenir riche et le rester? Vous préférez vous inspirer des pères fondateurs de l'Amérique? Alors, lisez le livre What Would the Founders Do? Hors question, Terence Ware. Que feraient les pères fondateurs? Nos questions, leurs réponses. Se demander ce que quelqu'un d'autre ferait nous oblige à prendre notre temps et à réfléchir à la prochaine séquence de coups. Cela nous met aussi au défi d'envisager la grandeur. Je crois tellement au défi d'atteindre un autre niveau que j'ai engagé un artiste pour créer une décoration unique dans mon bureau. Il s'agit d'un tableau original portant un titre original, Dead Mentor, les mentors défunts. Dès qu'ils le voient, les gens s'arrêtent net. Sur ce tableau, je suis entouré de quelques personnages qui n'auraient jamais pu être rassemblés dans une même pièce. Quand je suis dans mon bureau, je me tourne sans cesse vers eux pour demander conseil. J'aime aborder toutes sortes de questions avec eux. Économie, concurrence, stratégie, politique et vie personnelle. Le fait de voir ces 10 sommités ensemble me rappelle en permanence d'incarner 10 caractéristiques héroïques. J'ai choisi des personnes aux philosophies divergentes, mais œuvrant dans le même domaine. John F. Kennedy et Abraham Lincoln. L'un était démocrate et l'autre républicain. Tous deux ont été de grands présidents, mais chacun a choisi une approche différente pour mettre en œuvre ses idées. Tous deux ont été assassinés, bien que pour des raisons différentes, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre maintenant. Albert Einstein et Milton Friedman voyaient le monde à travers les yeux d'un mathématicien, mais ils ne partageaient pas les mêmes idées sur l'économie et les impôts. Tupac Shakur et Martin Luther King voulaient des résultats similaires, mais ont adopté des démarches différentes. Ils ont tous deux été tués en raison de leurs opinions bien affirmées. Mohammad Reza Pahlavi, Shah d'Iran de 1941 à 1979, a changé l'histoire de son pays jusqu'à ce que son incapacité à gérer trop de pouvoir conduise à la chute d'un empire. Il me rappelle de ne jamais être trop confiant et de ne pas sous-estimer un adversaire comme l'ayatollah Rouhollah Khomeini, qui a mené la révolte ayant conduit le Shah à l'exil. Ayrton Senna, le plus grand pilote de Formule 1 de l'histoire, a testé ses limites pour élever son art au plus près de la perfection. Il me rappelle de repousser les limites et de perfectionner mes facultés de concentration. J'ai appelé ma fille Senna. Marc Aurèle était un meneur d'hommes qui ne s'est jamais placé au-dessus du peuple. Il a su garder la tête froide face au pouvoir. Adepte du stoïcisme, il me rappelle de rester à la fois concentré et humble. Aristote était la voix de la raison d'Alexandre le Grand sur la route de son couronnement. La capacité du philosophe à penser et à raisonner me rappelle l'importance qu'il y a à ralentir et à prendre le temps de résoudre les problèmes. À l'arrière-plan, je murmure quelque chose à l'oreille de Tupac tout en écoutant la discussion dirigée par Abraham Lincoln. À l'extrême droite, il reste un siège vide pour la personne qui sera un jour peut-être révélée. Tous ensemble, les personnages de ce tableau sont devenus une assemblée de mentors personnels vers lesquels je me tourne chaque jour. Avez-vous votre propre chambre forte contenant vos mentors, décédés ou vivants, qui vous offrent point de vue et conseils? Créer une œuvre visuelle de vos héros vous mettra au défi d'être à la hauteur de leurs idéaux. Chaque fois que j'entre dans mon bureau, ce tableau m'émeut. J'ai continué à placer la barre encore plus haut. J'ai aussi une étagère de 4,60 mètres de long où l'on peut lire en anglais. Toutes les images dans mon bureau m'incitent à réfléchir et à prendre des décisions plus claires. Je prépare souvent mes 5 prochains coups dans cette pièce parce qu'elle est chargée d'un esprit qui me fait voir les choses en grand. Il ne fait aucun doute que mon bureau est étrange et sa création a coûté très cher. La clé consiste à commencer quelque part. J'ai démarré par des images de magazines que j'ai collées sur le miroir de ma salle de bain et aujourd'hui, l'ensemble de mon bureau me rappelle mes sources d'inspiration. Je vous mets au défi de créer une décoration qui vous rappelle d'être héroïque. Commencez par quelque chose de modeste. Inutile d'engager un artiste, Photoshop fera parfaitement l'affaire. Si vous êtes un visionnaire,
Agrandissez une photographie de Walt Disney ou de Steve Jobs et placez-la à un endroit bien visible. Amusez-vous. Si le fait de regarder Walt Disney ne vous inspire pas, mettez à la place une image ou une peluche de Mickey dans votre bureau. Si vous créez une entreprise de commerce, demandez-vous que ferait Jeff Bezos. Si vous dirigez une société d'investissement, demandez-vous que ferait Warren Buffett. Si vous gérez une entreprise de médias, demandez-vous que ferait Oprah Winfrey. Nos héros nous inspirent. C'est pourquoi s'entourer d'eux nous procure tant de puissance. Plus nous les observons et plus nous les voyons nous observer, plus nos chances sont grandes d'agir de manière héroïque. Alors, qui voulez-vous être? C'est la question avec laquelle nous avons commencé et c'est celle avec laquelle nous allons conclure. La seule façon de répondre est de savoir clairement quelle vie vous souhaitez mener. Ce faisant, vous incarnerez immédiatement cette personne et agirez en conséquence. Il s'agit d'un entraînement de toute une vie. J'espère que les outils présentés dans ce chapitre vous permettront d'avancer et vous lanceront sur la voie de votre future personnalité. Deuxièmement, étudiez le produit le plus important, vous. Soudain, le héros, frappé par un éclair d'inspiration, sait exactement quoi faire dans sa vie. Il n'y a qu'au cinéma que l'on voit cela. En réalité, savoir qui vous voulez être est un processus qui exige un effort. Étudions ce que les plus grands philosophes ont écrit sur le fait de se connaître soi-même. Difficile de se connaître soi-même. Thalès de Milet. Il y a 3 choses extrêmement dures, l'acier, le diamant et se connaître soi-même. Benjamin Franklin. Et vous? Quand allez-vous commencer ce long voyage en vous-même? Rumi. Thalès, Franklin et Rumi nous avertissent que ce processus est difficile. À mes yeux, passer 300 appels de démarchage par jour n'était pas difficile. Travailler 18 heures par jour, 6 jours sur 7, je pouvais y arriver. Mais me connaître moi-même a été la chose la plus ardue de ma vie. Pourtant, il fallait le faire, car je savais que c'était un avantage. 3 sages expliquent cela mieux que moi. Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Aristote. Quand je découvrirai qui je suis, je serai libre. Ralph Ellison. Au centre de votre être, vous avez la réponse. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez. Lao Tse. Nous lisons des livres sur les techniques permettant d'étudier les autres afin de les comprendre, de les persuader et de les influencer. C'est certainement utile. Mais imaginez que vous passiez autant de temps à étudier quelque chose de plus important. Étudier les autres nous apporte la connaissance, mais nous étudier nous-mêmes nous apporte, en fin de compte, une liberté incroyable. Au lieu de vous autoflageller en permanence, vous apprenez à vous accepter, ce qui vous libère du jugement de soi. Vous vous rendez compte, comme je l'ai fait moi-même, que ce que vous pensiez être des défauts peut en réalité être des points forts. Ainsi, je vous le répète, la personne la plus importante à étudier est la seule avec laquelle vous allez vivre le reste de votre vie. Vous. Alignez votre carrière sur votre véritable personnalité. Mon ami Shaun a eu plus d'une dizaine d'emplois avant ses 30 ans. Il a fini par travailler pour moi en tant qu'agent d'assurance. Je n'aurais pas dû être surpris lorsqu'un jour, il m'a appelé pour me dire qu'il ne voulait plus vendre d'assurance. Nous avons pris rendez-vous, et je lui ai demandé ce qui se passait. Après l'avoir écouté pendant quelques instants, j'ai déclaré « Je vais être honnête avec toi, mais cela va piquer. Tu veux bien m'écouter ?» Après une pause, il finit par opiner. « Chaque fois que tu quittes un emploi, c'est la faute de ton patron. Je peux citer tous les chefs que tu as dénigrés au fil des années. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, mais jamais de la tienne. Pourquoi, à ton avis ?» Après quelques encouragements, Shaun a pris ses responsabilités. Il faut mettre cela à son crédit. Il a compris que la seule façon de rendre notre conversation fructueuse était de faire son introspection au lieu de pointer un facteur extérieur. Nous avons commencé à travailler. En analysant sa colère de surface, il s'est mis à parler d'un type qu'il avait embauché et qu'il avait surpassé au niveau du salaire. Il a admis avoir été irrité et même humilié qu'une personne qu'il avait engagée fasse désormais mieux que lui. Nous avons résumé ses sentiments à une combinaison d'amertume et de jalousie. J'ai émis l'hypothèse que l'employé et lui n'avaient peut-être pas les mêmes rêves, que cette jeune vedette voulait peut-être gagner des millions de dollars et pas lui. Mets tout cela de côté pendant un moment et permets-moi de te poser une question. Quel genre de vie veux-tu mener ? Lui ai-je demandé. Shaun est resté silencieux pendant un temps.
Je savais qu'il prenait la question au sérieux. Finalement, il a déclaré « Pat, si je gagne 150 000 $ par an, je vivrai une très belle vie. Je veux entraîner la Little League. Je veux être là pour tous les moments importants de mes enfants. Et pour être honnête, je veux pouvoir dormir certains jours. Peut-être dois-je reconnaître en toute honnêteté que je ne suis pas si motivé que cela. » Grâce à son introspection sincère, Shaun a trouvé sa voie. Il a constaté qu'il n'avait pas besoin de se comparer à des collègues ou des amis. Rien ne l'obligeait à être le plus riche de son bureau. Une fois qu'il s'est rendu compte de ce qui le rendrait pleinement heureux, un revenu annuel de 150 000 $ et beaucoup de temps pour sa famille et ses loisirs, tout s'est mis en place. Au cours de notre échange, il s'est demandé « Mais n'est-ce pas un objectif médiocre ?» Pour quelqu'un d'autre, oui peut-être, ai-je répondu. Mais te sens-tu tranquille sachant que tu ne découvriras peut-être jamais ton véritable potentiel dans les affaires, mais que, malgré tout, tu gagneras bien ta vie et seras un père formidable? Shaun est redevenu silencieux, et je lui ai laissé le temps de réfléchir. Il s'est rendu compte que cette discussion ne concernait pas les autres, mais uniquement lui. Il fallait qu'il soit honnête envers lui-même et ses attentes de la vie. Peut-être pour éluder le côté inconfortable de ce genre de réflexion, il m'a demandé ce que je voulais. Cela n'a rien à voir avec moi ou avec qui que ce soit d'autre, ai-je dit. Une fois que tu as décidé à quoi ressemble ta vie et que tu mets en application cette vision, tu ne seras pas jaloux. Je t'ai bien compris, Pat, a-t-il répondu. Mais je suis curieux de savoir ce que toi, tu veux. Je veux conquérir ce foutu monde, mais c'est moi, pas toi. Tu ne peux pas essayer d'être moi et je ne peux pas être toi. C'est la pire chose que tu puisses faire. Shaun a hoché la tête, soulagé. Il avait un objectif, et c'était le bon. Il pouvait élaborer une stratégie à long terme autour de celui-ci, et pas seulement une solution de fortune, par exemple, quitter un emploi. Après avoir étudié le problème avec moi, il a pu faire le choix idéal pour lui. Pour Shaun, la clé a été de cesser de se comparer aux autres. Être à la maison chaque soir pour dîner était important pour lui. Pour la vie qu'il souhaitait mener, il pouvait s'en sortir en gagnant 150 000 $ par an et se consacrer corps et âme à ses enfants. Alors, pourquoi agir comme Jeff Bezos ou Richard Branson si vous fonctionnez autrement et avez des objectifs différents? Étudier le produit le plus important requiert d'analyser la situation en profondeur. Comme de nombreuses personnes, Shaun faisait de mauvaises suppositions sur sa motivation. Il n'était pas allé assez loin ni n'avait été assez honnête envers lui-même. Lorsqu'il l'a fait, son monde a pris sens tout à coup et il a compris les choix qu'il devait faire pour être comblé. Un jour peut-être, il se réveillera en voulant donner plus pour en savoir plus. Comme nous allons bientôt le voir, vos objectifs évolueront au fil du temps. Si Shaun remarque que sa jalousie revient, ce sera un indicateur puissant qu'il doit revoir ses objectifs. Dans son ouvrage Éclairer les principes du succès, Ray Dalio a déclaré « J'ai appris que si vous travaillez dur en étant créatif, vous pouviez obtenir ce que vous vouliez, mais pas tout. La maturité correspond à la capacité de refuser de bonnes alternatives afin d'en poursuivre d'autres, encore meilleures. Quand vous êtes honnête envers vous-même, vous cessez de tout vouloir. La jalousie est un indicateur qui doit vous alerter sur votre honnêteté envers vous-même. Si vous êtes capable de regarder quelqu'un qui possède des biens que vous n'avez pas et de dire « Vous savez quoi? Je n'ai vraiment pas envie de cela », vous saurez que vous êtes à la bonne place. En revanche, si vous dites cela sans être sincère, la jalousie va vous ronger. Elle vous indique que vous le voulez vraiment, mais que vous avez peur de travailler pour l'obtenir. Vous aurez l'esprit en paix en étant assez honnête pour savoir qui vous êtes et ce qu'il faut faire pour vivre votre vie. Vous saurez que vous vivez la meilleure version de vous-même quand vous vous réjouirez de la réussite des autres, y compris de ceux qui possèdent des biens que vous n'avez pas. Là encore, si vous ressentez de la jalousie, c'est un bon indicateur que soit vous vous mentez, soit vous manquez de discipline. J'ai rencontré un grand nombre de personnes malheureuses et insatisfaites. Les personnes malheureuses les plus dangereuses sont celles qui sont à la fois extrêmement ambitieuses et extrêmement paresseuses. Cette combinaison produit de la jalousie, un péché mortel qui fait de leur vie un enfer. Ces personnes veulent faire de grandes choses, mais elles ne sont pas prêtes à se mettre au travail pour y arriver. Elles vont alors tricher. Elles vont vous donner en pâture au lion. Elles cherchent en permanence à bâcler leur travail. Et si quelqu'un possède ce qu'elles veulent, cela les ronge jusqu'à l'âme. Si quelqu'un gagne plus que vous,
diminuez vos attentes pour les accorder à votre éthique professionnelle, ou bien augmentez votre éthique pour dépasser vos attentes. Si vous ne faites rien du tout, vous vous sentirez malheureux. En résumé, cet alignement est la clé de l'accomplissement. N'oubliez pas les points suivants. Et votre vision doit être alignée à la personne que vous voulez être. Et vos choix doivent être alignés sur votre vision. Et vos efforts doivent être alignés sur l'envergure de votre vision. Et votre comportement doit être aligné sur vos valeurs et sur vos principes. Le questionnement mène à l'acceptation qui mène au pouvoir. Vous ne passez chaque seconde de votre vie qu'avec une seule personne. Ce ne sont ni vos parents, ni votre conjoint, ni vos enfants, ni votre meilleur ami. C'est avec vous. Au moment où vous comprendrez que vous devrez passer le reste de votre vie avec vous-même et que vous apprendrez à l'accepter, vous éliminerez le jugement de soi. Cela vous autorisera à agir de manière plus audacieuse. Cela vous évitera de trop réfléchir et vous permettra de davantage passer à l'acte. Lorsque j'ai lu le livre Pouvoir contre force de David R. Hawkins, j'ai été fasciné par son explication des différents niveaux de conscience. Avant de le lire, j'aurais pensé que le courage figurait au sommet de la pyramide. Ce n'est qu'après avoir travaillé sur moi-même que j'ai compris, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-après, que l'acceptation est plus importante que le courage. Je comprends pourquoi une introspection fait peur. Cela peut être blessant de sortir de sa cachette et montrer ses défauts au grand jour. Toutes les heures d'introspection auxquelles je me suis livré ont révélé beaucoup de choses sur moi-même. Certaines étaient bien, d'autres mauvaises et d'autres, encore éprouvantes. Mais après avoir accompli ce dur travail, j'ai commencé à m'accepter, avec mes défauts et tout le reste. J'ai aussi appris qu'il n'y avait rien de mal à être vulnérable et à montrer qui j'étais. Ce faisant, mon ami Byron Udell, qui dirige une entreprise de bonne taille à Chicago, m'a conseillé de lire le livre The Hippomanic Edge, The Link Between a Little Craziness and a Law of Success in America, la tendance hippomaniaque, le lien entre une légère folie et un grand succès en Amérique, de John D. Gartner. Grâce à cet ouvrage, j'ai constaté que je n'étais pas seul à ressentir une hippomanie. J'ai accepté ma folie et je me suis mis à l'utiliser comme un atout et non comme un point faible. Cela m'a aussi permis de me rendre compte que j'étais fait pour réaliser de grandes choses et que ma personnalité serait un point fort pour créer une entreprise. 4 domaines qui vous motivent. Quand je vendais mes cartes de membre du club de Gym Bali Total Fitness, je travaillais avec un collègue appelé Stuart. Comme moi, Stuart est parti vendre des assurances. Vers la même époque, nous avons ouvert tous les deux notre propre compagnie d'assurance. Un jour que nous déjeunions ensemble, en discutant de nos objectifs, Stuart a dit « Nous avons la même vision, avoir l'une des plus grandes compagnies d'assurance de tout l'État de Californie. Si je travaille dur pendant quelques années, l'argent affluera et je vivrai comme un coq en pâte. Nous allons avoir 500 000 agents agréés, ai-je répondu. Nous serons la plus grande compagnie d'Amérique. » Il m'a regardé comme si je délirais. Confus, je l'ai à mon tour regardé, me demandant comment on pouvait penser si petit alors que le potentiel du marché était si grand. J'étais en quête des livres d'histoire, et lui, d'une vie plus simple. Stuart est motivé par l'idée de jouir d'une grande indépendance financière. Il gagne 500 000 $ par an sans beaucoup travailler. Il savait ce qui le motivait et il l'a obtenu. En regardant ma vie, il pense probablement qu'il a échappé belle. Pourquoi supporterait-il tout le stress et endurerait-il des semaines de 100 heures de travail et la pression permanente alors qu'il est motivé par l'indépendance financière? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Vous devez savoir ce qui vous motive. Et c'est différent pour chacun de nous. Lorsque j'ai su ce qui me motivait, je n'ai pas eu besoin de réveil. C'est la raison pour laquelle même si je jouis désormais d'une grande sécurité financière, je suis plus motivé que jamais. Voilà pourquoi j'ai enduré des semaines de 100 heures de travail. Voilà pourquoi à la minute où je commence à m'apitoyer sur mon sort, je me rappelle que c'est pour cela que j'ai signé. Chose intéressante, si j'étais resté à mon ancien poste, j'aurais pu gagner 5 millions de $ par an. Et même si je peux faire faillite et perdre la raison, en même temps, pas moins, je n'ai jamais regretté ma décision. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps d'apprendre ce qui me motivait. Aujourd'hui, c'est votre tour. Commencez par répartir votre motivation en 4 catégories. Avancement, folie, personnalité et objectif. Avoir plusieurs motivations est tout à fait normal. Tout comme il est normal que vos priorités évoluent.
Étudiez attentivement la liste ci-dessus et réfléchissez longuement à ce qui vous motive. La plupart du temps, un catalyseur est nécessaire pour examiner votre motivation. 4 raisons peuvent vous inciter à reconsidérer les fondements de votre motivation. L'ennui. Des résultats en déclin. Un plateau ou une stagnation. Le sentiment que votre talent décline. Si vous êtes concerné par l'une de ces raisons, il est alors temps d'analyser plus en détail votre situation et de déterminer vos vrais objectifs. Avoir plusieurs motivations est tout à fait normal. Tout comme il est normal que vos priorités évoluent. Étudiez attentivement la liste ci-dessus et réfléchissez longuement à ce qui vous motive. La plupart du temps, un catalyseur est nécessaire pour examiner votre motivation. 4 raisons peuvent vous inciter à reconsidérer les fondements de votre motivation. L'ennui. Des résultats en déclin. Un plateau ou une stagnation. Le sentiment que votre talent décline. Si vous êtes concerné par l'une de ces raisons, il est alors temps d'analyser plus en détail votre situation et de déterminer vos vrais objectifs. Avancez vers votre prochaine raison. Autre façon de vous interroger sur votre motivation, demandez-vous « Quelle est ma raison ?» Si quelqu'un vous demande cela, vous pouvez dire « Je ne connais pas vraiment ma raison » ou bien « Je pense que je fais cela pour ma famille » ou encore « Je veux être indépendant sur le plan financier ». Tout le monde a une raison. Le défi est que la majorité des gens n'évoluent jamais par rapport à leur raison de départ. Peut-être connaissez-vous la hiérarchie des besoins établie par le psychologue Abraham Maslow? Dans un article intitulé « Théorie de la motivation de l'homme », paru en 1943 dans la revue Psychological Review, Maslow décrit l'évolution de nos besoins. Si vous faites face à la mort, vous n'allez pas penser à votre raison d'être. Si vous vous battez pour nourrir votre famille, vous n'accordez pas une seule pensée à votre héritage. C'est tout à fait logique. Il est aussi logique qu'une fois que vous avez satisfait vos besoins fondamentaux, vos besoins évoluent vers le haut de la pyramide et ressentiez des besoins comme l'appartenance, l'estime et la croissance. Je vois le désir de croissance comme le fait d'avancer vers votre prochaine raison, que j'ai divisé en 4 niveaux. 4 niveaux de raison. Niveau 1. Survie. Toutes les personnes ayant un emploi rémunéré se focalisent sur le paiement de leurs factures. Certaines d'entre elles s'en tiennent à cela. Niveau 2. Statut. Vous avez peut-être entendu des personnes dire parfois « Tu sais, je veux gagner un salaire à 7 chiffres ». Pourquoi? Pour le statut social. Elles veulent avoir une belle voiture ou une grande maison ou encore envoyer leurs enfants dans une école prestigieuse. Elles veulent pouvoir clamer qu'elles possèdent ceci ou cela parce qu'elles veulent rivaliser avec leurs voisins. Ce statut demeure sans envergure, mais il est plus élevé que la survie. Quand la plupart des personnes atteignent ce niveau, elles ralentissent et s'installent. Niveau 3. Liberté. Certaines personnes disent parfois « Tu sais quoi? J'en ai vraiment assez des salaires à 6 chiffres. Je veux être libre. Je veux gagner de l'argent pour avoir plus d'espace, pour ne plus aller au bureau tous les jours. » Parfois, elles veulent vivre dans un endroit où leurs enfants peuvent jouer dehors sans que personne s'en inquiète ou bien devenir un nomade numérique pour surfer en été et skier en hiver. La liberté érigée en raison est quelque peu égoïste. Il n'y a rien de mal à vouloir être libre, mais une fois la liberté trouvée, on peut avoir une sensation de vide. Si cela est votre cas et que votre sentiment de satisfaction tourne à la frustration, vous pouvez alors vous payer le luxe d'aller plus loin et de vous concentrer sur des aspects de votre vie qui vous apporteront un véritable sentiment d'accomplissement. Niveau 4. Raison d'être. Définir votre raison d'être nécessite de se poser les questions suivantes. Quel souvenir ai-je envie que l'on garde de moi? Quel effet ai-je envie de produire sur la vie des autres? Il s'agit de comprendre pourquoi vous êtes sur cette terre et de repousser les limites de la plus grande version de vous-même. Agir au plus haut niveau de la pyramide est motivé par les éléments suivants. Parcours. Aider les autres. Changer. Répercussion. Illumination. Accomplissement personnel. Rares sont les personnes qui atteignent le niveau raison d'être. Pourquoi? Une partie de ces personnes ont peur. Une partie d'entre elles passent toute leur vie bloquée au niveau survie, sans un moment à elles pour réfléchir. Une partie d'entre elles se laisse absorber par le trop grand nombre de distractions, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, du sport ou des divertissements. En vérité, personne ne se laisse vraiment prendre par ces distractions.
On les choisit pour fuir la réalité et éviter le difficile travail d'introspection. En résumé, on ne passe pas assez de temps à se poser les bonnes questions. Vous arriverez à produire un effet marquant seulement si vous êtes prêt à vous poser des questions importantes sur la vie. Malheureusement, maintes et maintes fois, les gens se contentent d'avancer et meurent sans jamais s'être posé les questions les plus essentielles. Voici le défi que je vous lance. Quel que soit votre niveau dans la pyramide, ayez une idée claire de votre raison d'être. Audit d'identité personnelle. De tous les outils que je mets à votre disposition dans ce livre, l'audit de l'identité personnelle est peut-être le plus important. Nous avons tendance à galvauder l'expression « cela va changer votre vie ». Dans ce cas, je parle par expérience quand j'affirme que cet audit de l'identité personnelle, série de questions conduisant à la découverte de soi, a changé ma vie de manière radicale et considérable. Tous les innovateurs, créateurs, dirigeants et athlètes que vous admirez ne sont pas arrivés là où ils sont par hasard. À un moment, ou à de nombreux moments, ils ont été brutalement honnêtes envers eux-mêmes. En privé, ils ont fait face à leurs faiblesses, à leurs peurs et à leurs croyances limitantes. Enfouies dans leur cœur et leur esprit, elles les freinaient. En général, ils l'ont fait après avoir été confrontés à l'adversité. En réalité, très peu de personnes sont prêtes à faire une pause pour expérimenter une révélation de ce type. Aujourd'hui, la vie va plus vite que jamais. Pensez au nombre d'applications différentes que vous passez en revue sur votre smartphone et que nous ne connaissions pas il y a 10 ans. Combien de fois consultez-vous Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, vos emails, LinkedIn et les toutes dernières applications? La liste de toutes les choses que vous vérifiez ne cesse de s'allonger. En août 2003, l'un de mes amis avisés s'est aperçu que j'avais des difficultés. Âgé de 24 ans, j'avais montré mon talent et ma persévérance. J'étais capable de vendre et j'étais avide de connaissances. J'étais aussi en colère et plein de confusion. Au lieu de me faire un cours ou de m'envoyer voir un psy, cet ami sage m'a donné une liste de 83 questions avec pour seules instructions: va dans un endroit calme, pose-toi sans cesse les questions et ne pars pas avant d'avoir trouvé quelques réponses. J'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Je me suis assis, seul, sur un banc pendant 7 ou 8 heures et j'ai répondu aux questions. Cela a été très émouvant et intense. J'ai vécu des moments de frustration et de déception. Je ne cessais de me demander: pourquoi autant de personnes réussissent-elles et pas moi? Comme j'étais seul, je pouvais voir ce qui se passait et remarquer des tendances et des modèles. En fin de compte, j'étais soulagé parce que je me suis rendu compte que tous les problèmes et les réponses résidaient en moi. Fort de cette connaissance, je savais que je maîtrisais leurs solutions. Cet exercice a été si précieux que j'ai repris les questions les plus importantes pour créer ce que j'appelle l'audit d'identité personnelle. Quand vous étudiez la personne la plus importante, vous devez commencer par apprendre comment venir à bout de la personne la plus importante qui vous retient, vous. Ces questions, ainsi que la réflexion qui en a résulté, ont complètement changé ma vie. Moi qui étais une personne ordinaire, j'ai pu réaliser mon potentiel dans ma vie. J'en suis sorti en me sentant libre. J'en suis sorti en acceptant mes limites et mes défis. Aujourd'hui, quand je conseille des entrepreneurs, je leur demande de conduire un audit d'identité personnelle. Point essentiel, cet exercice doit être considéré avec le plus grand respect. Rien ne vous oblige à finir vite ou à établir un score parfait. La seule bonne réponse est la réponse sincère. L'idée est de vivre une révélation. Plus l'exercice est riche en émotions pour vous, plus il est susceptible de créer une percée spectaculaire. Une fois que vous avez mené l'audit, encouragez les autres à l'entreprendre également. Rien ne vaut de franchir un cap dans la vie et d'inviter les autres à faire de même. Depuis que j'ai mis en ligne l'audit sur mon site internet, plus de 200 000 personnes de 130 pays différents l'ont téléchargé. Les résultats ont tout transformé. Alors, de grâce, prenez le temps de le faire vous aussi. J'espère que l'expérience sera aussi profonde pour vous qu'elle l'a été pour d'innombrables autres personnes. Avantage d'en savoir plus sur soi-même et de conduire un audit personnel. 1. Vous avez conscience d'être au centre de tous vos problèmes et de toutes vos solutions. 2. Vous vous rendez compte que vos problèmes peuvent être résolus. 3. Vous déchiffrez vos croyances limitantes. 4. En décelant vos modèles, vous pouvez mettre un terme aux habitudes néfastes. 5. Votre colère envers les autres disparaît d'un seul coup dès lors que vous constatez que vous êtes le seul à maîtriser votre destinée.
Étudiez vos points aveugles en les recherchant activement. Quelle que soit l'intensité avec laquelle vous vous étudiez, il resta des points aveugles. La première étape pour les identifier consiste à vouloir le faire. Cette envie grandira quand vous comprendrez que leur découverte vous rendra meilleur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous souhaitez les voir. Bien me connaître n'était pas inné chez moi. En réalité, au début de ma carrière, je ne me connaissais pas. Quand j'ai créé ma compagnie d'assurance, j'ai donné l'impression d'être arrogant dans les réunions. J'ai rencontré de grands organismes assureurs et je leur ai affirmé « Nous allons avoir 500 000 agents d'assurance agréés. Nous allons souscrire plus d'assurances que quiconque dans l'histoire. » Dans leur ouvrage paru en 1994 Built to Last, Successful Habits of Visionary Company, construite pour durer, les habitudes couronnées de succès des entreprises visionnaires, Jim Collins et Jerry Pora ont forgé le terme Big Airy Audacious Goal, grand objectif, fort et audacieux. Ils le définissent comme un objectif audacieux sur 10 à 30 ans pour progresser vers un avenir envisagé. Quand j'ai annoncé mon grand objectif aux représentants de ces gros assureurs, ils m'ont tous demandé « Depuis quand êtes-vous dans le secteur ?» 2 semaines, leur répondis-je. Mon point aveugle n'était pas d'avoir déjà un grand objectif, mais plutôt de mal cerner mon public. Les marchés financiers se sont effondrés fin 2008. Les dégâts étaient si grands qu'AIG, le géant du secteur, a presque fait faillite. Le secteur tout entier n'a eu d'autre choix que de jouer de manière défensive. Et me voilà en 2009, moi, un trentenaire originaire du Moyen-Orient, proclamant que j'allais faire travailler 500 000 agents. La dernière entreprise sur laquelle voulaient parier les autres compagnies d'assurance était une start-up précaire, alors qu'elle se concentrait sur leur survie, leur adaptabilité et leur gestion du risque. Cadre dirigeante chez Allianz, compagnie pesant 400 milliards de dollars, Cathy Larson a répondu à mon discours téméraire. « Vous êtes bien prétentieux. Vous savez combien de personnes clament ce genre de truc? Vous feriez mieux de faire vos preuves avant de faire ces déclarations farfelues. » Son conseil a fait mouche. Même si j'étais certain de ma vérité future, dans mon esprit, je l'avais déjà vu advenir, il fallait que j'adapte mon approche pour répondre aux besoins de mon public. Ma vision n'a pas changé, mais ma démarche nécessitait un sérieux travail. J'ai examiné la façon dont je pourrais adapter mon argumentaire. J'ai réfléchi de manière approfondie à qui j'étais. En me connaissant mieux, j'ai échafaudé un plan qui reflétait mon but. J'ai appris à traduire mon grand objectif, fort et audacieux, en coups et, plus important, à comprendre leur séquence en relation avec une conscience nouvelle du public. Se connaître soi-même, un processus laborieux, rarement une révélation soudaine. Vous devez comprendre qui vous êtes, ce qui vous agace, quel niveau de risque vous pouvez supporter et quel type de famille vous souhaitez fonder. L'élément clé derrière toutes les histoires et les exercices de ce premier coup est la sincérité. Se regarder dans un miroir peut parfois être douloureux. Je vous ai fait part des larmes que j'ai versées quand j'ai effectué mon audit d'identité personnelle. Mais l'épreuve en valait la peine. Quand vous connaîtrez clairement le produit le plus important, vos décisions s'imposeront naturellement et vous permettront d'atteindre vos objectifs.